Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont en Zoom à la maison. Voilà, donc ça va être deux recommandations. Je vais m'occuper de celle sur le NSTIMA et ensuite Mathias sur l'AFA. Des recommandations très récentes de 2020 qui sont potentiellement pour nous le CEM 2021 opposables. Il y a certains détails qui sont vraiment de l'ordre du spécialiste, donc je ne sais pas si ça va vous concerner, mais en tout cas, voilà des recommandations très récentes. Alors, pour débuter, ça va être des petits rappels. Hein. Donc, la définition de l'infarctus du myocarde, retenir le côté à la fois biologique et aussi clinique, voire même de l'imagerie dans la définition. Ça, c'était pour revenir finalement en photo sur la physiopathologie du NSTIMI. Voilà, donc qui est l'occlusion incomplète d'une artère coronaire qui va nous expliquer un petit peu les symptômes. Et là, donc, du coup, je revenais sur la douleur thoracique typique. Donc, ça, vraiment, ça, on la connaît depuis, voilà, c'est de la sémiologie du professeur Farge, la douleur rétrosternale, le type d'oppression qui irradie dans le bras gauche. Ça, on vous en voudra dans la vraie vie ou dans le scène de ne pas y penser. C'est très, très important. Et méfiance, il y a aussi des présentations atypiques, peut-être les douleurs épigastriques, des nausées, des vomissements. Ça, c'est beaucoup plus fréquent chez des personnes âgées, chez les femmes aussi, chez des diabétiques qui ont des fois des neuropathies végétatives, ils n'auront pas forcément la douleur. Voilà, il y a le côté typique où c'est caricatural, bien sûr qu'il faut y penser, mais méfiance, que ce soit aux urgences ou en tant que médecin généraliste, il faut méfier. Donc là, voilà, des signes ECG tirés du docteur Pierre Taboulé, voilà, on ne présente plus. Donc voilà, des signes ECG dans l'infarctus sans élévation de l'EST. Voilà, on peut voir des endaires rabotés, des QRS fragmentés, des ondes T inversées. Voilà, donc ça c'était une petite image. Donc, ouais, pour en revenir là, je vais vous poser une question à chers collègues. Ça peut être, pourquoi pas à l'ECN. Si on vous met, dans quel type de situation vous feriez une coronarographie dans un NSTIMI au moins de 2 heures? Est-ce que vous avez des idées vraiment comme ça, vous cocheriez ou signe de choc, ouais, excellent. L'unification de l'ST commence à devenir enfin, ça fonctionne pour l'unification de l'ST. On va avoir dans la réponse, mais en tout cas, tu étais bien parti, Sana, sur le côté signe de choc, donc que ce soit choc hémodynamique, choc cardiogénique. Voilà, ça, c'est des causes. Est-ce que vous avez d'autres idées où vous iriez directement cocher comme ça sur le côté coronarographie dans les 2 heures? Il y a un côté avec la douleur, mais ce n'est pas exactement sur le côté douleur typique. Excellent, excellent Mathias. Voilà, ça c'est un des critères qui en fait partie. Donc là, on va revenir. Donc toujours important quand on fait le diagnostic de stratifier sur le niveau de risque. Ça, c'était dans notre reco à nous et c'est encore resté dans la reco de 2020. Voilà, donc comme on a dit Sana, choc, instabilité hémodynamique, choc cardiogénique. On a dit JC, la douleur thoracique, mais qui est réfractaire au traitement médical. On n'a pas parlé, mais ça va être noté par arythmie cardiaque, arythmie menaçante. Ça, voilà, si c'est dans un QCM ou même dans la vraie vie, c'est vraiment quelque chose qui fait que, voilà, dans les 2 heures, c'est important. Et ce que tu disais, Mathias, donc c'était pas forcément ça devient sur décalage, mais c'est plus une dépression qui est un peu plus majorée à plus d'1 millimètre, ou l'élévation aussi du segment ST. Donc, c'est parfait. Ça, c'est vraiment le côté des 2 heures. Il faut le retenir. C'est dans les repos. Et ça, même... Ouais, je crois exactement. C'est ça. Voilà. C'est vraiment que ça se majeure. Voilà. Donc, ça, voilà. Sur un choc cardiogénique, est-ce qu'on fait d'abord des échos au cœur pour évaluer s'il n'y a pas des...
Tu veux dire avant la commande. Dans ce type de cas, on a l'échographie facile. Théoriquement, on n'est pas censé faire du ici dans le stade où j'ai fait à ce moment-là, on est dans d'autres conditions. Peut-être intuber le patient, on est censé faire un patient qui fait le stage de travail. Voilà, donc ça c'était un des éléments de la recommandation et qu'il faut quand même retenir. Alors ça c'est une nouveauté, apparemment normalement qu'on ne connaît pas. Donc il y a deux messages un peu clés à retenir. Donc c'est ce qu'ils appellent le MINOCA, donc pour myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est un infarctus aigu du myocarde. Donc ça comprend la définition que vous avez donnée tout à l'heure, mais c'est un infarctus aigu du myocarde avec une absence de maladie obstructive à l'angiographie. Donc, vous n'aurez pas de sténose des artères coronaires de 50%. Que ce soit donc, ça peut être soit des artères coronaires normales, soit des légères irrégularités lumineuses, ou soit des lésions coronariennes modérées avec une sténose de plus de 30%, mais qui ne dépasse jamais 50%. On n'aura pas de diagnostic alternatif. Voilà. Donc, dans la vraie vie, ça, c'est quelque chose qui existe. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a été développé jusqu'aux européennes. C'est que finalement, des fois, on ne trouve pas forcément une lésion qui explique les symptômes. Voilà. Même s'il y a bien un infarctus aigu. Ça, c'est différent du nombre de prises. Exactement. C'est complètement différent. C'est une définition, en fait, c'est une définition que j'ai trouvée en parcourant les recommandations. C'est un infarctus avec des coronaires qui sont saines. Ils vont faire l'angiographie. En fait, l'angiographie, c'est un mécanisme. Il n'y aura pas d'autre cause, mais comme tu dis, alors, les coronaires sont saines. Les coronaires sont saines. Et tu vois, ils disent à la fin de la définition qu'ils ont éliminé tout ce qui est affection des coronaires, les qu'ils ont tout fait. Et quand même, le patient avait en fait vu la douleur, les critères d'infarctus du myocarde. On ne sait pas. C'est pour ça qu'au moins c'est un diagnostic. Mais en fait, c'est une entité qui est individualisée par les cardiologues. Mais dans tous les cas, l'angiographie est là. Donc, c'est une bonne question. Je pense que c'est discuté avec plus spécifiquement les cardiologues. Mais c'est intéressant de savoir que les définitions concernent des infarctus avec des cardiologues. Et encore une fois, le profil, là, si on lit un peu plus précisément les recos, c'est encore une fois un profil un peu plus féminin, moins diabétique. C'est moins le profil caricatural qu'on connaît du patient polyvasculaire. Donc, c'est vraiment destiné à discuter avec l'élévation de la tout ça. Il y a vraiment un infarctus. Bien sûr. Mais lorsqu'on a la tout à fait. On ne trouve pas de l'élévation avec les a priori, il y aurait des signes d'infarctus. Ça, c'est sûr. Vu que la définition d'infarctus du myocarde, quand on regarde, ça fait partie des signes de la douleur, des signes dystonie et aussi des anomalies de troponie, et même parfois des anomalies d'ECP en fait sur le cellulaire. On a une angiographie qui est plutôt avec des infos qui sont saines. C'est une entité que moi aussi je ne pourrais pas vous expliquer, mais qui existe en fait pour les cardiologues. Ça fait à peu près d'une vingtaine d'années, voire voilà, une trentaine d'années que ça commence à être décrit, mais voilà, c'est vraiment, je crois que la première fois dans cette reco qu'on nous en parle vraiment directement. Donc voilà, le premier message, c'est de retenir un peu l'idée de qu'est-ce qu'un MINOCA. Et au final, le deuxième message clé un peu à retenir sur le MINOCA pour vous, si jamais ça peut arriver, c'est qu'il y a un examen recommandé pour le MINOCA, c'est l'IRM cardiaque. Les recos sont clairs, c'est écrit ici. C'est vraiment final. Après la cardio, après exactement. Ça permettra déjà de voir, ça permet de voir en fait dépister des dyskinésies silencieuses. Parce que l'IRM cardiaque va avoir encore un. S'il y a une cardio, c'est des dyskinésies silencieuses en neurose aussi. Et la promotion de cette pathologie, ça je ne sais pas. Mais ça existe. Voilà. Donc vraiment, le MINOCA, retenir qu'est-ce que c'est et un examen à retenir, c'est vraiment l'IRM cardiaque. Donc ça, c'était une nouveauté. Donc finalement, pour les recommandations, c'est quelque chose de très exhaustif pour les avoir vues. On ne va pas faire exactement sur chaque cas particulier, mais c'est vraiment
le côté biologie, examen paraclinique. Ensuite, on reverra un petit peu les traitements. Voilà, pour la biologie, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que le diagnostic va être basé à la fois sur l'anamnèse, bien sûr, le CG et sur le dosage de ce qu'ils appellent le HSCTN, c'est-à-dire la troponine cardiaque ultrasensible. Ça, c'est vraiment, c'est l'un des messages vraiment les plus clés, les plus fondateurs de cette recommandation. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle, c'est un peu les cycles de troponine qu'on entend un petit peu ici aux urgences. Donc, ils nous recommandent un cycle de troponine, ce qu'ils appellent le 0 heure, 1 heure algorithme. Voilà, de 0 à 1 heure algorithme. Donc, c'est finalement quand vous commencez à faire le diagnostic, c'est de faire le prélèvement immédiatement, donc le 0 heure, et ensuite à 1 heure. Vous avez fait les cycles de troponine entre dans les nouvelles recommandations, et j'avais déjà vu dans les recommandations antérieures, c'est 0 et 1 heure. Parfois, on a déjà à 2 heures. Donc, on a des cycles un peu plus rapprochés que ce qu'on a déjà, le cycle de 3 heures. Oui, mais c'est plus dans les recommandations. Il existe aussi des instruments trophoniques, non? C'est pas ça existe, non? Tout à fait. Ça peut être l'un des facteurs, d'ailleurs, même aussi comme ça, où on avait quand même un infarctus à troponine négative. Qu'est-ce qui va te montrer à ce moment-là? Le CG n'était pas clairement modifié, c'est la douleur. C'est typique, car si jamais vous recevez un jour des patients qui font un infarctus, même si la troponine ne s'élève pas, que le CG ne s'élève pas, s'il y a la douleur, il continue d'avoir mal, vous êtes si un patient qui n'est pas fait, vous êtes en choix de penser qu'il faut faire un infarctus. C'est le cas d'un patient qui avait une troponine négative et ne s'élève pas. Mais le fait qu'il y ait la douleur, la clinique médicale, il y a le CG en fait de la commande. Et là, il y a des choses qui changent par rapport à ça. C'est qu'il y a une valeur de votre non, c'est toujours en fait une élévation de tous les points que ça va. C'est toujours la même chose. Mais ce qui est intéressant là pour les dentistes, c'est qu'à nous, que l'on a une 2 heures. Si on faisait ça. Voilà, donc là, c'est vraiment établi. Donc, le 3 heures, c'est pas qu'on l'oublie pas, mais c'est vraiment, c'est recommandé, mais si l'algorithme à 0 heure à 1 heure n'est pas conclusif. Voilà. Vraiment, nouveauté au niveau de la voilà. Ouais, c'est là. D'ailleurs, quand je suis je parle de la chine, c'est des papiers dessus, et un professeur de la pitié, un cardiologue qui a parlé, qui a aussi passé à l'étude des recommandations de différents, c'est de permettre que les dentistes allaient plus rapidement. Maintenant, il faut être, comme tu disais, il faut quand même qu'il n'y ait pas la douleur, qu'il y ait quand même des critères rassurants maintenant et sur le plan de sécurité. Et si l'augmentation est légère de la prise de vie de la troponine dans notre dos, on peut à 2 heures. À 2 heures. Sachant que quand vous imaginez que même les résultats de troponine passent en 50 ans, les grands de 30 de donc facilement, le cycle d'une heure peut être 2 heures. Tant que les gens sachent que tout ça, c'est vraiment. Voilà. Donc là, encore une fois, mais je pense que même à notre niveau, c'était même pas envisagé. Le dosage de CPK n'est plus recommandé. Là, c'est quelque chose qui est vraiment qui a été surpassé par la troponine ultrasensible. Dans la recommandation, elle le montre, que ce soit en valeur prédictive négative, en valeur prédictive positive, enfin, tous les critères de spécificité, de sensibilité qu'on connaît, à tout point de vue, c'est beaucoup mieux la troponine ultrasensible. Donc voilà, ça, il faut vraiment oublier. Donc, c'était une des questions. C'était comment faire finalement un scanner des coronaires qui est examen. Il y a déjà une pièce là. Dans les nouvelles, on peut en parler. Ouais. Apparemment, c'est une technique non invasive pour explorer en fait les coronaires sans avoir à arriver jusqu'à la bah, en fait, ce qui est intéressant, bon, c'est un peu imagé, mais je trouvais que c'était une bonne image. Donc là, on est dans l'infarctus du myocarde, dans NCMI. Si vous voulez, le scanner des coronaires, c'est un peu le pendant des dimères dans l'embolie pulmonaire. On va le faire parce que vraiment, c'est une bonne valeur prédictive négative. Et c'est pour ça que dans la recommandation, c'est dit, c'est pour exclure
donc le syndrome coronarien aigu, quand il y a une probabilité qui est faible ou intermédiaire de dissection de l'artère coronaire. Voilà. Donc, le scanner des coronaires, c'est intéressant, mais c'est pas quand on va se dire vraiment on est sûr qu'il va avoir l'infarctus du myocarde, c'est justement quand on est dans une situation où si on fait notre probabilité de pré-test, on va se dire on n'y croit pas trop. Et voilà, pour éliminer, c'est un peu le principe. Il dit non, dans l'embolie pulmonaire, il est négatif, je n'y pense plus. Voilà, ça c'est une des idées qui m'a Non, il n'y a pas de sport, en fait. C'est une discussion avec quelqu'un de c'est avec l'heure de tout à fait. On n'est pas censé, on va en parler encore après, on n'est pas censé, on peut y penser, mais on doit quand même décider avec les cardiologues de ne pas faire une échographie et de faire un examen comme celui-ci. Mais lui aussi, c'est intéressant parce qu'il est moins évasif et c'est plus rapide qu'une échographie à cause des stèles. C'est le même scanner que le coro-scanner, c'est la même chose, c'est le scanner des coronaires. Surtout la tropo, c'est après la tropo que ça ne pas le gros-scanner. Surtout la tropo, en fait, on fait le gros-scanner quand elle est négative, c'est ça? On peut faire quand c'est négatif ou positif dans les deux cas. C'est un examen qui devient indiqué dans les instruments. Ce n'est pas une question de est-ce que la tropo est positive, est-ce que la tropo est négative. C'est un examen pour explorer les coronaires, autant que la tropo. Oui, mais dans une voiture, il y a des thérapeutiques qui va avec nous. Si tu trouves, c'est sûr que si tu trouves un scanner animal, tu vas là jusqu'à l'angiographie et il y a un examen qui te diagnostique. Mais si tu la direct, peut-être tu vas gagner du temps. Parce que c'est plus invasif qu'un scanner. Si ton scanner des coronaires est négatif, tu peux dire au patient c'est bon, on a besoin de l'angiographie. Mais si ton scanner des coronaires en fait est anormal, là tu seras en droit d'aller jusqu'à l'angiographie. Mais ça peut permettre quand même à certains patients d'éviter d'aller jusqu'à l'angiographie. Il n'y a pas des faux négatifs. Je ne saurais pas te dire la proportion de faux négatifs, mais il y a quand même un nombre de patients qui vont aller jusqu'à l'angiographie pour des STI qui ont des problèmes qui sont sérieux. Et ce qui est très important aussi, donc ça vous l'avez vu, sans le travail en LCA, c'est une recommandation de grade A, ce qui fait que ça a été on n'est pas dans la plausibilité scientifique, on a une vraie preuve scientifique, donc ça a été fait sous des études, voilà, dans le cadre de la méthode randomisée, en double aveugle, etc. Donc ça a été décrit comme, donc faut toujours le bénéfice chez le patient. Faire une coronarographie, on aura plein d'éléments. Il y a toujours une part de risque, on peut disséquer, on peut faire, voilà, on peut faire plein de choses. J'adore que l'angiographie n'est pas un examen, c'est diagnostic thérapeutique, n'est pas des risques. Aujourd'hui, effectivement, c'est le gold standard pour aller à la fois voir les affaires coronaires et aussi traiter. Mais dans certains cas, on sait que, notamment pour les instémies, on peut faire des scanners des coronaires. Si les scanners des coronaires, on aura une bonne sensibilité. Les scanners des coronaires, on n'aura pas besoin d'aller chez l'angiographie. Mais c'est sûr que si c'est anormal, on ira jusqu'à l'angiographie, on ne va pas s'en passer. Mais il faut quand même injecter. Oui, donc ça peut être une alternative. C'est pour ça que ça se discute. Bien sûr. Ça se discute. Ça, c'est. Voilà. Je veux dire, on ne prend pas en passant comme ça, on va scanner les coronaires. Ça se discute, ça discute avec les cardiologues, on voit les bénéfices qu'il y a, ce que ça peut nous apporter. Du coup, on peut plus chez les patients à faible risque. Exactement. C'est pas le patient stable. C'est ça, bien sûr. Et ça montre quoi? Ça montre le truc plus. On remet la solution des coronaires en 2000. Mais tu vois, c'est un peu, voilà, vraiment pour le P, c'est le coup des dimères. Tu te dis, bon, c'est vraiment, tu as envie de l'enlever, de l'éliminer, mais c'est sûr que ça serait toujours mieux de faire un enjeu scanner, tu verras mieux. Bien sûr. Mais pour ceux qui peuvent avoir des coronaires toutes saines, ça peut être intéressant. Donc ça, c'est une des... Si il y a des signes de CGC, parce que moi, pour aller jusqu'à l'angiographie, c'est pas... Dans le c'est que tu as des signes oscillés, tu peux avoir des signes oscillés, mais avoir des coronaires saines. Donc si tu... Après, la
Tous les coronavirus, il y a déjà toutes les coronavirus ne sont pas toujours reproductibles. Quand on envoie des patients en cardio, on n'est pas dans tout ce qui est important. Quand on envoie des patients en cardio, des douleurs thoraciques avec des ECG modifiés, on ne leur pose pas tous ces stades. Ça peut être ça ou pas. Ça peut permettre de voir si une discussion au cas par cas avec les patients. Les garder santé sont façon d'avoir des patients tous les jours en cardiologie, que lorsqu'on leur fait des photos, on pose des scènes, des trombes sont posées. Donc, alors, un autre niveau de la prise en charge finalement du NCI, voilà, on avait parlé un peu à 2 heures, faire la gravité, et c'est aussi finalement le pronostic. Voilà. Donc, pour se dire, est-ce qu'il va être grave ou pas grave, comment ça va, quel est un peu son devenir. Donc, c'est recommandé de mesurer le BNP, le BNP, voilà. Et ça, on l'a vu, c'est dans nos collèges, donc ça peut tomber. Le score, le GRAS score, c'est aussi intéressant pour estimer le pronostic. Donc, si on veut regarder dans le détail, normalement, ce qu'il faut savoir, c'est que le risque score, ça se fait sur Internet. Vous tapez sur la page. Comment? Non, pas le détail. Bon, je l'ai lu, non. Non. En gros, tu as. Ouais, bien sûr. Après, dans le détail, tu as des trucs comme l'âge, la fréquence cardiaque, je l'ai revu juste avant. L'âge, la fréquence cardiaque, le taux de troponine, etc. Ça ne sera pas exigé, tel quel. Juste savoir s'il a voilà. Il y a autre chose, c'est à 24 heures, on le reverra juste après. Là, on avait fait les coraux à 2 heures. Dans le cadre des faire une coronarographie à 24 heures, l'un des critères, c'est le score de GRAS supérieur à 140. Voilà. Donc ça, c'est peut-être une des façons que un élément intéressant là, c'est que c'est le BNP qui apparaît comme un facteur aussi. Ce n'était pas le cas dans les autres recommandations. On avait plus la place sur le GRAS. D'accord. Voilà. Le BNP prédit quoi ça? Ouais, si tu as une cardiopathie ischémique avec une insuffisance cardiaque, il faut des soins cardiaques. Ça pareil, on ne va pas la détecter, mais dans l'insuffisance cardiaque, il faut quand même à la fois des signes cliniques, le BNP comme marqueur aussi biologique et l'échographie. Et si tu as quand même une cardiopathie ischémique avec une insuffisance cardiaque, c'est un signe de et donc là, sur les trucs supérieurs à 125, supérieurs à 35, ou alors on regarde le BNP précédent, ça dépend des patients. C'est toujours la même chose. Si tu as un patient qui a déjà une insuffisance cardiaque chronique, tu ne peux pas par rapport au BNP antérieur. Mais si c'est des nouveaux qui n'ont pas d'insuffisance cardiaque, le niveau de BNP est une insuffisance cardiaque. Voilà. Et sinon, c'était aussi évoqué dans la recommandation, faire un dosage du CRP, la CRP, du DFG ou même une molécule qu'on ne connaît pas vraiment. Ouais. Voilà, ça, c'est pas recommandé. De toute façon, on est d'accord qu'il n'y a pas besoin de protéines de l'inflammation, c'est pas de sang. On est d'accord. Voilà. C'est pas spécifique. Exactement. C'est plus pour les diagnostics différentiels. Dans l'hystémie, c'est pas recommandé. Normalement, hystémie, réfléchissez, douleur, ECG, biomarqueur. Non. Non. Par contre, tu vas avoir un diagnostic différentiel sur douleur thoracique, ECG, modifié, fièvre, vital, obésité, symptômes biologiques. Donc là, finalement, on avait vu le côté un peu le plus urgent vraiment dans les 2 heures. Ça, c'est vraiment dans les 24 heures. Donc, ça peut tomber, c'est un peu plus compliqué. Donc, voilà, quand vous faites votre score de GRAS score, vous voyez à 140, c'est une indication. Vous avez aussi l'arrêt cardiaque ressuscité, mais sans élévation du segment ST ou son choc cardiogénique. Ça, c'est une des indications à faire une cours dans les 24 heures. Ouais, c'est écrit tel quel. Si tu as fait un arrêt cardiaque, tu ne vois pas de segment ST dans le. C'est super intéressant dans cette partie-là, c'est de dire qu'on différencie
les coronarographies immédiates, les coronarographies différées dans les 24 heures. C'est ça qu'il faut voir. On a à peu près, ils ont un peu simplifié parce que c'était un peu plus compliqué avant, en disant que pour les patients qui peuvent avoir un diagnostic de STI certain, ensuite un score de grâce, par exemple, à 140, on peut faire une coronarographie pas dans les 2 heures, mais dans les 24 heures. C'est juste ça. C'est comme avant, il y avait en fait une autre ligne avec une partie intermédiaire. C'est pour ça en fait, qu'ils ont mis un peu plus d'accent dessus. En supprimant une colonne avec un peu plus d'accent sur celle-là. Il y avait un intermédiaire qu'ils ont enlevé. Ils ont gardé du coup très haut risque, risque élevé et je crois à faible risque. Donc, ils ont mis l'accent sur vraiment cette colonne, je vous dis en disant que dans ces 4 indications-là, on peut faire la coronarographie dans les 24 heures, pas dans les 2 heures. Donc là, l'un des premières indications, c'est le diagnostic établi de STI, c'est une indication pour le coro dans les 24 heures. Ou par exemple, des nouveautés sur le segment ST, sur des dérivations continues, ça en fait partie. Des changements au cours de la prise en charge. Voilà, donc ça, c'est finalement faire attention, voilà, ça peut arriver, bien distinguer le risque, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Là, voilà, vraiment, c'est dans les 2 heures, on sent que ça peut partir en catastrophe. Et là, on se dit, on a un peu plus de temps, parce qu'il faut imaginer les cardiologues qui font les coronarographies, ils doivent se dire vraiment, est-ce que je la fais maintenant, est-ce que je peux attendre? Donc voilà, c'est bien d'avoir aussi des recours pour trancher, pour un peu guider la prise en charge. Du coup, les patients qui sont dans le haut risque, ils sont surveillants aussi. Et après, on va programmer. Mais c'est intéressant de savoir que vous disiez qu'on va faire des cours tout de suite. Exactement. Voilà. Donc voilà, ça c'est un autre élément très très intéressant et important dans la prise en charge du STI. C'est finalement les anti-agrégants plaquettaires. Ça, on l'a compris avec la physiopathe. C'est une histoire de réaction thromboembolique. Voilà. Donc, c'est très clair, l'aspirine est recommandée pour tous les patients, voilà. Tant qu'il n'y a pas de contre-indication, bien sûr, avec une dose en oral de 150 à 300 mg. On donne 250. J'ai 250 mg. On donne CBD. Ah, d'accord. La première dose aux urgences, on donne la première dose. 250 mg d'aspirine. Après, il y aura un traitement qui sera continué avec du carbégique et tout. Mais aux urgences, la première dose, et même en SMUR, c'est 250 mg. Ça, c'est pas. Oui, peu importe le temps, tout ça. 250 mg. En IVD, c'est bon, même dans le non-study. Oui. Là, ça, c'est exact, ça, c'est juste après. On en parle là. C'est pas systématique. C'est pas systématique. Pas dans les systématiques, là, je sais. C'est pas très clair, mais peut-être que parfois, il y a des préventions, la diagnostication avant la promo, et que si ne pas de tête, ou dans ce cas-là, il m'enlève. En fait, dans le SUSST, le STI, vous mettez forcément une ventilation plaquettaire anticoagulation. Dans le STI, ce qui est recommandé, systématiquement, c'est la CG. Et l'anticoagulation. Si tu sais que tu vas faire une courbe, tu vas probablement mettre si en fait tu sais que tu peux faire, si jamais tu n'as pas de délai pour faire du courbe, tout ça, il n'est pas indiqué de faire la ventilation plaquettaire. Parce que nous, dans l'organisation, il est non, les gens ont discuté de ça avec les cardiologues hier soir. Et en fait, l'idée, c'est que si tu sais que tu as fait la courbe tout de suite et que tu as un peu l'idée de l'anatomie pulmonaire, oui, tu balances tout parce que ça va t'aider finalement tout à fait. Mais ce n'est pas le cas, tu n'es pas tout de suite. Tu as dû l'intégration de Ce qui est écrit, voilà, dans le P2 récepteur inhibiteur, voilà, de place Rugrel, ticagrelor, pas forcément pour tous les patients. Et l'autre message aussi, c'est qu'on ne connaît pas l'anatomie des coronaires, c'est pas forcément recommandé d'administrer tout de suite avec le. Vous connaissez bien les inhibiteurs, les récepteurs P2, etc., qui est Rugrel, tout ça. Sachant que dans les recommandations, il dit quand même de faire du
Ouais. Voilà, donc ça c'était un petit point sur les antiagrégants plaquettaires. Cette année, c'est le principal. Dans celle qui vient sortir là, c'est le principal. Avant le Covid, et après, vous allez voir, ils vont vous dire quand vous commencez les traitements et tout, comment les continuer à peu près sur le mois. Ça ne vous intéresse pas généralement. Nous, c'est vraiment la prise en charge. Donc là, on parle d'anti-agrégants, mais il faut aussi mettre des anticoagulants qu'on ne va pas garder très longtemps. Normalement, on les arrête, ça s'est dit, juste après la procédure invasive, donc, mais pour une petite durée quand même. On donne des anticoagulants. Et donc, là, c'est normalement une nouveauté. Ce n'était pas le cas, je crois, dans notre collège. C'est l'épargne non fractionnée qui est recommandée avec un GP2 inhibiteur. Ça avait été mis. Moi, j'avais vu que c'était fait d'épargne. Ça, c'est une nouveauté. Là, c'est la chaîne. Normalement, de notre... nous, on va la prendre. Voilà. Ça, c'est nouveau. Pour le coup, on pourrait se faire piéger, etc. C'est ça. Donc, du coup, c'est. Ça change tout le temps, c'est pour ça qu'on est là. Ça change tout le temps, c'est bien pour ça qu'il faut relire. Moi, là, il y a quelques années, c'est ça, les zones de blessure sur les récepteurs, la ça. Et là aussi, ça change tout le temps. Chaque année, regardez quand ça sort. Il faudra faire attention par rapport à juin. Est-ce que vraiment on reste bon dans le collège qui a dit ça ou c'est vraiment tel quel parce que la Société européenne de cardiologie, c'est un peu la Bible des cardiologues qui peuvent faire le. On avait eu la discussion parmi avec nous il y a quelques temps, les éditeurs des récepteurs GP2, B3A, là, nous, on ne les met pas en fait aux urgences. Ils les mettent dans la salle de café parfois pour faciliter le monde de l'écoute. Vraiment, j'avais vu la discussion. Non, mais je pensais qu'on pouvait mettre le tu peux ça. Moi, honnêtement, ça me choquerait pas venir. Enfin, les cardiologues, c'était plutôt la chimie qu'on peut faire. Donc, méfiance, il faut faire attention. Ça, mais vraiment, le message clé, c'est l'épargne. Comme si c'était un OST, finalement. Voilà. Donc, ça, c'est aussi une nouveauté. Donc là, ça, on le voyait un petit peu, aussi dans nos collèges. C'est finalement la prise en charge quand on met des anticoagulants, des antithrombotiques, il y a toujours une sorte de balance que fait le cardiologue ou l'urgentiste. Le cardiologue, c'est de se dire quel est le risque de saignement de mon patient et quel est son risque ischémique. Et c'est toujours finalement, là par exemple, on le voit bien avec le bleeding risk, on le verra aussi pour un autre cas juste après. C'est en fonction de ça que on va, par exemple, arrêter ce qu'on apprenait souvent, c'était 12 mois, sauf si risque hémorragique sévère, on arrête à 6 mois. Voilà. Donc là, ils ont fait un peu plus. Quand on met de l'aspirine et du ticagrelor, on peut l'arrêter à 3 mois. On a un risque faible de saignement. Vous voyez là, en fait, juste la première case, ils mettent aspirine et prasugrel par exemple. C'est ça qui est mis, c'est continué sur 12 mois. Ils sont revus, et après le traitement est revu et tout en fonction, le traitement sera revu en fonction de l'ischémique et tout ça. Mais c'est intéressant de voir que vous pouvez faire vraiment la situation de prasugrel aussi en premier. Vous pouvez mettre les autres, par exemple, si tu fais du ticagrelor, là, ce sera seulement la double intégration de 3 mois. Et après, il faudra laisser le ticagrelor. Voilà, ça c'est une nouveauté. Bon, c'est un peu de la cuisine de cardiologue. Nous, tout ce que nous on a retenu, c'est qu'on met de l'aspirine aux urgences. Et si jamais on sait dans quel délai on va faire une orthographie, on peut mettre une double intégration capillaire, ce n'est pas le cas. On se limite à l'aspirine et une anticoagulation, la chimie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de finalement de spécialiste. Hein. Voilà, c'est une idée, voilà, qu'il faut retenir, qui est établie dans ces repos. Là, je crois que c'est quasiment l'un des derniers cas. De toute façon, Mathias va rebondir là-dessus sur la fibrillation auriculaire. C'est finalement, c'est quelque chose qui peut arriver. Là, vous êtes interne aux urgences ou futur urgentiste. Vous avez un patient qui va faire une STIMAI, mais qui a de la FA et qui a un traitement.
Donc, qu'est-ce qu'on fait finalement? Il a déjà un traitement, est-ce que je lui en rajoute? Voilà. Donc, ça, je crois que ça n'avait pas été établi jusque-là. C'est possible, pendant une semaine, de faire une triple thérapie. Donc, à la fois avec l'aspirine et l'inhibiteur du Y12, et aussi de rajouter voilà, des nouveaux anti. Le rationnel qu'on fait avant, si tu sais, si la vidéo va aller, si tu connais l'heure de la vidéo, que c'est par exemple dans les 2-3 heures, tu peux mettre le rationnel. Mais si c'est la commence à X temps, tu mets plus la d'accord, parce que ils disent qu'on n'avait pas qu'on a pas fait la vie de famille. Vous avez en fait les recommandations, ça change tout le temps. Je pense que c'est la date de 2015, pour le STP, c'est 2017, ça change tout le temps. Moi, quand j'ai appris ça il y a 5 ans, c'était pas ça que on a fait. C'était pas la même équipe qui était mise en valeur. C'est ça, à chaque fois, regardez, moi, c'est qui sort pour ça. Là, on le laisse vous aborder, on ne peut pas avoir l'action. Là, tu parles de la FA. Oui, parce que sur la FA, la FA, effectivement, ils ont des belles recommandations. C'est la seule indication pour faire une petite thérapie avec des naples, l'aspirine et un inhibiteur récepteur. Mais retenir l'idée que c'est quand même une semaine. C'est vraiment pour ça que d'ailleurs, là, on voit direct on fait les 3 une semaine et ensuite on a une double où on garde un anticoagulant oral et on peut rajouter un seul, par exemple, c'était normalement l'aspirine, l'un des deux fait anticoagulant plus antiagrégat. Non, on ne parle plus beaucoup d'ABK. C'est possible. Mais après, là, tu vois, c'est quand même un peu natif, quoi. Moi, je ne me mettrais pas comme ça des ABK, tu vois, avec aussi une l'antilégation plaquettaire. Je pense que ça se discute. Non. Ça se discute. Bon, voilà, ça c'était sur le Instimai. Voilà, bon, maintenant c'est mes 2 dernières diapos, ensuite je passe le relais à Mathias pour l'AFA. Finalement, c'est un résumé de tout ce qu'on a parlé. Voilà, donc vous avez un patient qui arrive, qu'est-ce que vous faites? Vous l'interrogez, bien sûr, vous lui faites un ECG, vous dosez la tropo. En fonction, des fois, ça peut arriver que la douleur disparaisse, qu'il n'y a rien à l'ECG, que la tropo est négative. Donc, il peut rentrer chez lui. Voilà. Des fois, il y aura vous faites votre tropo qui est augmenté. Des fois, il faudra le transférer directement en musique. Là, c'est par rapport au traitement antithrombotique, on revoit encore que l'épargnement fractionné est vraiment recommandé, avec l'aspirine chez tous les patients aussi. Voilà. Et donc, une fois encore, j'insiste dessus, ça c'est une fois ECM dans la vraie vie. Dans les 2 heures, il faut se souvenir que ce soit l'arythmie menaçante, le choc hémodynamique, le choc cardiogénique, c'est vraiment, il faut faire attention. Le diagnostic de Instimai, c'est aussi une indication, mais c'est fait dans le 24 Voilà, c'est toujours étape par étape, le côté de la clinique, stratifié en fonction du risque. On avait parlé aussi du pronostic, le BNP. Maintenant, c'est devenu une nouveauté comme quoi c'est recommandé. Et ensuite, voilà. Après, c'est beaucoup de cuisine un peu de cardiologue. Je ne sais pas si, petit personnel, ça peut tomber. Voilà, finalement, c'est important. Je crois que je vais conclure avant la discussion là-dessus. Ce qu'on avait vu, douleur thoracique très, très fréquente aux urgences. Finalement, il y a beaucoup de spécialités qui peuvent être amenées là-dessus, que ce soit vous en interne ou futur urgentiste, futur cardiologue. Voilà, donc c'est toujours important. Et comme les études la science ne s'arrête jamais, on teste des choses. Donc voilà, c'est intéressant de parler là-dessus sur l'instinct. Voilà. Merci beaucoup. Donc, merci encore, Viva, pour la présentation que tu viens de faire. Et j'insiste encore, c'est des recommandations qui changent tout le temps. Il faudra à chaque fois, dans 3 ans, dans 5 ans, quand elles doivent sortir, vous replonger
non, parce que ce n'est pas tout à fait ça que j'ai appris il y a quelques années. Ce qui est intéressant, c'est de connaître le MINUCA. On en parle déjà quand même en 2015. Donc, essayez de connaître cette entité-là pour si jamais on vous en parle un jour, ne pas être surpris. Les BNP font leur place, en fait, font leur arrivée là dans le score de disque. Vous voyez déjà un peu dans le score un peu de grâce. Le score de grâce, il faut utiliser MediaCalcul des scores et pouvoir calculer. Sachez que l'organigramme est intéressant pour les gens pour avoir des organigrammes de dosage de troponine avec des cycles de 1 heure, voire de 2 heures. Ça aussi, c'est intéressant. L'autre point, c'est le scanner des coronaires qui arrive aussi. On en parle avec les cardiologues, ce sera des discussions au cas par cas. Donc, c'est bien parce qu'on a quand même deux seniors. On va pouvoir se poser les questions. Donc, la première question à laquelle on va s'intéresser, c'est est-ce qu'on arrête les cycles de 3 heures de troponine? Il y a qui d'autre comme senior? Bon, déjà, on est pas mal. Oui, tout à fait. J'ai discuté avec les cardiologues hier soir. Ils semblent bien répondre à cette question en disant qu'ils ont discuté aussi. Et ils voudraient que leur pays valide la procédure avant de mettre ça en place ici. Donc, c'est intéressant. Quand on regarde, en fait, quand on regarde à la pitié, M. Collet qui a travaillé sur ces recommandations, il semble dire que ça fait sortir plus vite les patients qui font avec des cycles raccourcis, comme ça, on gagnerait vachement du temps. Parce que vous imaginez, aux urgences, on attend toujours ces délais de 3 heures si on arrive à mettre ça en place, on gagnerait quand même 2 heures sur la prise en charge des patients. Parce que en fait, c'est 3 heures, tu refais, donc t'attends 1h30 pour le même temps. Donc, c'est un delta de 140%. Tout à fait. Et je disais aussi que j'ai eu un cas la dernière fois où on a utilisé ce cycle-là, sauf que le patient, là, on n'a pas eu de changement de troponine, ça veut dire on a dosé à 1 heure, ça ne augmentait pas. On a dosé à 3 heures, ça n'augmentait pas. Par contre, il restait la douleur. Donc, on a quand même envoyé à musique et la vie coronarographie, il avait bien une infarctus. Ce que je disais, que ce qui compte toujours dans ce cadre-là, c'est la douleur thoracique. Donc, pour les cardiologues, en fait, ça va se faire. Le cycle à 1 heure, il valide juste la procédure entre eux. Et du coup, la troponine, en fait, elle est utile si il y a une douleur, que là, il n'y a plus, que tu t'as dosé une première fois la troponine, que tu l'as dosé la après, qu'il y a une négative. On peut considérer que. Et sur le temps inquiet, en fait, ça dépend. Si c'est une douleur récente, tu vois, genre encore des logos, avec un score de greffe, ce que tu peux te dire qu'il faut faire la gros, je pense que c'est votre lecteur de faire. Le SC, c'est score super 140 degrés. 140 degrés. Quand par exemple, tu as le score de greffe, 140, déjà, ça veut dire que ça va pas. A priori, ils ne sont pas trop mouillés sur le score de greffe 140. C'est vrai que c'est très très bien la question de l'impression d'avoir un dossier. C'est très rare que je le vois sur les sur 50. Mais en fait, non, le site enzymatique négatif, c'est pas pour me rassurer, juste pour dire est-ce que je la trouve tout de suite là. C'est en train de déposer. Le site négatif ne doit pas te faire dire faites votre force, c'est comme ça que les gens font les ST+. On avait fait un petit travail il y a 4-5 ans pour le mémoire de Maria, qui s'appelait Duto. En fait, on reprenait les patients qui étaient sortis des urgences pour une douleur thoracique, avec comme ça un site enzymatique négatif, puis le consigne de voir un cardiologue. On ne sait pas ce qu'il y a. À l'époque, il n'y avait pas de filière de consultation post-urgence. Et en fait, sur je ne sais combien plusieurs dizaines de malades, on avait screené, et on les rappelait comme ça à quelques jours après. Et certains avaient été statés 3 jours après, elle refait une douleur de façon clinique. Et en fait, deux douleurs d'affilée, même sans modification génétique, tu vas en coro, et la coro n'est pas un examen, c'est comme le scan, qui est fait pour être que positif. C'est un examen qui est de dépistage. Donc, ils sont très contents, les cardios, qui aient des coros négatives, parce qu'en fait, le moment où c'est positif, que ce soit malade, c'est négatif, tu as vérifié que c'est une histoire de produit. Vous savez que quand on fait des enjeux de scanner, c'est la douleur thoracique avec des tumeurs positives, on a que 3% de P pour retrouver. Alors les seuils vont bouger, etc. Mais c'est le même principe pour la coro. L'idée, c'est de faire la coro au bon moment pour avoir le bon résultat. Et c'est pas grave si c'est normal. Par contre, c'est grave si on n'a pas fait de façon très tronc qui tape la règle cardiaque sous fibrillation. Quand c'est toute personne qui vient de douleur thoracique, les urgences ne sont aucune urgence sur le moment, on leur dit c'est pas mal d'avoir dans le passé. Tu as un tableau qui est bien fait dans le essai où tu as genre 20 causes de douleur thoracique à ST d'urgence. Ça va du ST-, la colique hépatique, si tu veux. Sur ces 20 causes, quand même, tu as beaucoup de causes qu'il faut faire. Quand on les fait sortir en fait des urgences, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien. On est d'accord. On élimine les choses qui sont graves. C'est ça qu'on peut dire aux patients.
vous n'avez rien de grave. Vous n'avez pas de paix, vous n'avez pas d'infarctus. Ce n'est pas dit que vous n'avez rien. D'accord, gardez toujours ça en tête. Le deuxième point, c'est réaliser un scanner des coronaires à l'hôpital. Qu'est-ce que tu en penses? Depuis les urgences ou le programme? Depuis les urgences. J'ai posé la question aussi hier et apparemment, ça se fait. Pareil, dans son interview, il semblait dire que oui, on pouvait le faire en fait dans l'heure qui suit la commission aux urgences. Il y aurait même quelqu'un, je pense un médecin ici, un radiologue en fait, qui saurait faire ça et qui aurait des plages. C'est pareil, c'est une discussion avec les cardios, de manière à ce qu'ils soient d'accord qu'on aille sur cette procédure non évaluée d'exploration des coronaires par rapport à l'angiographie. C'est ce qu'ils m'ont dit. Que probablement, on ne peut pas décider de ça seul. Il faudrait qu'on ait des discussions avec les cardiologues en fait, qui nous disent qu'on est d'accord qu'il y a un faible risque et qu'on peut explorer en fait de manière non invasive des coronaires. Super intéressant. L'idéal, c'est d'avoir un algorithme. Oui, tout à fait. Parce que sinon, quand tu as un interne de cardio, on l'avait sur la garde de lundi soir, un monsieur moldave, hypertendu, tabagique, son père est mort totalement à 55 ans, il fait une douleur thoracique à l'effort, il monte la poitrine qui va dans le bras. Il fait 15 de trop gros puis 23, donc c'est deux scores qui sont négatifs. Son père a fait ça doit plus bouger. L'échographie est normale, et son OCD, il y a des montées négatives en ADN. Lui, il faut lui faire la gros dans 4 heures. Le patient ne voulait pas. Peut-être tu peux dire, on fait le courant scan, on fait un truc qui va vite. Et si jamais effectivement c'est négatif, on pourrait faire partie. Tout à fait. C'est intéressant, je ne savais pas en fait que ça se faisait. C'est vrai qu'en fait, je suis tombée dessus en préparant le cours pour les 3e année. Je me dis c'est vraiment pas mal. Parce que le nombre de fois on se casse la tête, on se dispute pour les envoyer en cours ou au moins déjà en musique. Avoir un examen comme ça qu'on peut avoir à scanner, c'est très accessible. Il y a quelqu'un qui sait faire. On peut gagner du temps à ne pas tous les envoyer en cours et au moins éliminer des infarctus, des choses graves de cette façon-là. Tout à fait. Tout à fait. Et apparemment, il y aurait des créneaux. Je ne pense pas que si on met ça en place, on aurait quelque chose dans l'heure. On pourrait avoir quelque chose en fait dans la journée. Si on a une journée, on pourrait avoir quelque chose dans la journée. Mais c'est vraiment intéressant parce que ça peut changer les choses. Au sein des urgences, peut-on porter des dyslipidémies au cas? Nous sommes d'accord que non. C'est vraiment pour la culture générale. Tout à fait. Il faut une coronarographie normale. Il faut beaucoup de critères pour porter à la fois ce diagnostic. Il faut avoir éliminer toutes les choses graves. Une angiographie qui montre des coronaires, c'est éliminer toutes les autres causes, une cardite embolie pulmonaire, et là, porter ce diagnostic-là. Mais vraiment, pour votre culture générale, c'est intéressant de connaître, de savoir qu'il existe des infarctus avec des coronaires qui sont saines. Apparemment, c'est pas vraiment saines, c'est celles qui sont dans les épicardies, qui sont des pathologies, donc celles qui sont de la dystabilité. Oui, mais en gros, ce n'est pas des lésions qui expliquent. Parce que juste pour revenir sur le radiologue qui doit interpréter le gros scanner, ça c'est vrai en 2020. Vous savez que l'intelligence artificielle est en train d'exploser. En fait, un bon algorithme d'intelligence artificielle peut différencier 400 degrés et notre œil, nous, c'est 30 heures. D'accord? Et donc, 30 à 4 heures du matin, peut-être que ça baisse à 25, d'accord? Ou 23. Donc, très probablement que quand vous serez chef de clinique, comme il arrive, donc dans quelques années, peut-être que on sera déjà sur un truc combiné. Il y aura une première lecture par IA qui sera validée par un senior derrière. Peut-être qu'après, ça sera complètement remplacé. Parce que du coup, ça peut traiter beaucoup plus de choses. Sur le principe de l'échographie, aux États-Unis, vous avez 50 box d'échographie qui sont faits par des manipulateurs radio, des échoqueurs, et il y a un cardiologue qui valide les échographies. Donc, l'idée de pouvoir faire du volume et de ne pas se limiter à un examen, une personne, un patient. On est quand même pas trop loin. Ok. Peut-on dire que introduire la double artériation plaquettaire peut-on directement introduire la double artériation plaquettaire au-dessus pour la STD? On y a répondu déjà. La réponse à ça, elle est non. Ça veut dire que ça va dépendre de si on connaît l'anatomie des coronaires et si en fait on sait dans quel délai on peut avoir l'angiographie. Si on sait qu'on peut, vas-y. Et si la patient sait qu'il va aller dans les cours, tout à fait. Direct, on peut le mettre tout à fait. Si on sait qu'il aura la choro rapidement, on peut le faire. Mais si on n'a pas de date de choro, on met que la cible. C'est pas tout. C'est déjà ce qu'on fait, je pense. La partie qui est un peu floue, tu sais. La partie qui est un peu floue, en fait, quand tu regardes les procédures SAMU,
que les SMUR locaux, que les SAU locaux, que les cardio locaux, il n'y a pas de coordination. Donc, c'est plutôt une habitude de service. C'est pour ça que une partie de l'équipe Paramède avait fait une feuille de transmission de coronarographie. Parce qu'en fait, selon les équipes, ça change. Donc, il y a différentes cases à cocher. Ça, on se met tous d'accord. Et après, on peut sur l'équipe. Selon les médecins d'astreinte de gros, peut-être qu'il y aura les évaluations de l'héparie. Le temps que le courant des recommandations, on a l'impression quand on les lit, que OK, ça va être comme ça, mais le temps que ça monte dans les services, ça peut être un petit peu de temps. C'est ce que je disais à nous, même sur le STEMI, hein. Il y a des fois, en fait, on va devoir mettre la stérile et tout, et d'autres fois, ils vont te dire pas forcément le public. Et au moins, l'anticoagulation sont mieux. C'est pareil, à chaque fois, on appelle pour poser la question, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on balance tout globalement? Ouais, puis les études d'infériorité sur l'éducation, en fait, on se rend compte que cette année qu'il y avait beaucoup d'intérêt qui histoire pour nous sortir là-dessus, sur la validité des études et les quantités de bris qu'on prescrit. Donc, il est probable que les choses changent pour les années à venir aussi. Ça, c'est pas des milliards, c'est des milliards d'euros. Parce que là, c'était quoi la deuxième anti-alimentation? Ici, c'est le prasugrel. On va mettre une dialysateur qui ressort en première intention. Le prasugrel. Du coup, le Covid vrai, on n'est jamais avant la Covid. On le met toujours avant. Si on ne le met pas ici, si on ne le met pas ici, il sera mis forcément à cardiologie. Il faut juste avoir un délai de temps pour laisser de quand elle fait l'angiographie. Dis-moi, non. Parce que nous, dans le cours, il me semblait qu'en gros, le Covid, on donnait pour la STST-. Et par contre, pour la STST+, là, on mettait du prasugrel. Voilà, là, ça change. Ce n'est pas qu'on ne met pas de clopidogrel. Mais en première intention, il préfère quand même le prasugrel au clopidogrel. Donc, le clopidogrel, c'est pas plutôt un peu sporo, c'est ça? Non, si tu commences avec le prasugrel, tu continues avec le prasugrel sur 2 mois. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. C'est en fait une semaine, c'est le cas. Donc, si tu commences à faire un truc, tu fais le truc derrière. Si tu choisis une molécule, tu la poursuis pendant la durée qu'ils indiquent après. Sur le Ticagala. Possiblement, ouais. Héparine non fractionnée à privilégier pour tous. La réponse est oui. Coronarographie différente, on est d'accord, il reste en musique. Ça aussi, c'est une question du dentiste. On peut dire que même si on ne fait pas la coro maintenant, parce que parfois ils vont nous dire laissez-les sortir. Mais je pense qu'il faut qu'ils soient filmés en musique. C'est pas ça. Pareil, c'est le score de Drake, tu vois. Hein. Du coup, ta mortalité à la sortie, ton risque de pourcentage, quel pourcentage de colère? Est-ce que c'est 0,3%? Est-ce que c'est 1%? C'est pour ça qu'ils me disaient. Je pense que ton Drake, c'est un peu à 140, c'est une indication de coro dans les 48 heures, il n'y a pas de place. Je pense que c'est pareil, c'est contextualisé par l'environnement, le domicile, l'entourage. Est-ce que le patient est capable de reconsulter? Ouais. La réponse absolue, je pense que sur des ressources limitées, nous, imaginons on a 2 plateaux de coro, on est en CHU, on a 30 hôpitaux sur Paris, tu dois imposer ça en province où ils n'ont pas les mêmes moyens et où les gens sont plus à distance, où les gens sont à côté, tu vois, les ressources, c'est beaucoup plus. Décision au cas par cas. Ouais, peut-être. Ok. C'est beaucoup plus. Charles, tu avais une question? Non? D'accord. Score de grâce dans tous les dossiers, moi j'espère. En tout cas, ça aussi. Même dans les très élevés, parce que par exemple, le patient qui veut faire autre chose, il peut aller un peu drôle et on va passer sur les élevés, les faibles, d'accord, mais sur les très élevés. Est-ce que quand on voit un patient, moi honnêtement, je le mettrais. Après avoir eu ces recommandations, je le mettrais dans le dossier. Quand tu as l'impression que tu notes si les fumeurs, c'est l'antécédent, c'est le traitement, c'est quoi? Oui, c'est pareil. Moi, je souhaite qu'on arrive à tous les mettre dans le dossier. Je peux dire des bêtises, mais pour moi, ce que je vois, c'est servir à long terme et à savoir quand est-ce qu'on fait le gros, soit dans les mêmes questions. Si on sait qu'on l'a fait dans le projet, c'est pronostic, ça participe en fait à la tenue de ton dossier. Comme quand tu as des scores de mortalité, genre Apache, SOFA, etc., tu sais que le mal est gravissime, tu vas mettre tout ça dans le truc, c'est la méthode. Je pense que c'est, tu vois, le contact du cardiologue de bon score de grâce machin. Alors, l'état de choc, tu es un peu dans la caricature, donc quand tu regardes certains dossiers des urgences, le malade, en fait, était en arrêt cardiaque et intubé par l'organisation, le dossier est 3 lignes. Parce qu'on est dans l'urgence. Donc, évidemment, ça nous doit faire retarder la prise en charge. Maintenant, la tenue dans le dossier, moi, je trouve ça très très bien pour le message d'Hilary, qui est dans tous les dossiers de douleur thoracique.
quel qu'il soit, sur l'état de choc, évidemment, tu vois, tu vas aller pour le malade. Mais c'est finalement, en termes de pourcentage de patients, sur nos 100 000 malades par an qui sont en état de choc de l'ambulance, on va aller avoir peut-être 100 malades. Donc, ok, peut-être pour cela, il y a déjà des systématiques à y penser. Pour l'instant, je pense qu'on est à 0,3% de vague. Donc, on peut progresser là-dessus.